8 navires détruits par les Irakiens dans le golfe Persique. Les États-Unis prennent très au sérieux le risque d'internationalisation du conflit dans la région. 17 ministres autour d'un tapis vert, le gouvernement étudiait aujourd'hui les moyens de remédier à la poussée du chômage. Les annulations se suivent et se ressemblent à la Seine-sur-Mer. Les électeurs devront retourner une 5e fois aux urnes après l'annulation du scrutin du 28 février. À 3 jours du coup d'envoi des internationaux de Roland-Garros, Jimmy Connors est l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La situation s'est brutalement dégradée ces dernières 24 heures dans le golfe Persique, où 6 ou 8 navires ont été détruits ce matin par la chasse et la marine irakienne. Il s'agit très probablement de pétroliers qui se trouvaient au nord du golfe, dans la région du terminal iranien de Karg. On ignore pour le moment leur nationalité. Situation très tendue donc, puisqu'hier soir déjà 2 autres navires avaient été attaqués par l'aviation irakienne, tandis que les Iraniens coulaient un autre pétrolier, mais au large des côtes d'Arabie Saoudite cette fois. Dégradation mais aussi internationalisation du conflit. Le secrétaire d'État américain à la Défense estimait par exemple tout à l'heure qu'un risque de conflit entre l'Iran et les États-Unis devait être pris très au sérieux. Bernard Benyamin. De toute évidence, une nouvelle étape vient d'être franchie dans ce que l'on appelle la guerre du Golfe. Voici en effet le visage qu'offre aujourd'hui cette région du monde, un cortège de pétroliers géants endommagés par l'aviation iranienne ou irakienne qui se livre depuis 4 ans une guerre dévastatrice. Et cela risque fort d'empirer. Le président Saddam Hussein a déclaré hier que l'Irak sera prochainement en mesure de détruire le terminal pétrolier de l'île de Karg grâce à une nouvelle arme. Bref, pour tous les bateaux circulant dans la région, le Golfe est devenu une zone d'extrême danger. C'est la raison pour laquelle des dizaines de pétroliers attendent aujourd'hui au large des côtes d'Abu Dhabi. C'est un peu effrayant, reconnaît du reste le commandant norvégien du cargo Athènes. En ce qui me concerne, ma compagnie m'a demandé de rester en dehors de la zone tant que tout danger ne serait pas écarté, et c'est précisément ce que je vais faire. Apparemment, l'objectif déclaré des Irakiens, asphyxier économiquement l'Iran, serait donc en passe d'être atteint. Les exportations iraniennes de pétrole sont tombées à 800 000 barils par jour, alors qu'elles atteignaient le double il y a tout juste un mois. Reste la deuxième menace, internationaliser le conflit, et là encore, on peut craindre le pire. Car si le président Reagan, en pleine campagne électorale, a exclu une intervention militaire dans la région, on reparle de la vente des missiles Stinger à l'Arabie Saoudite. Le président américain s'y était opposé en mars dernier, mais devant la détérioration de la situation dans le Golfe, les États-Unis pourraient bien approuver rapidement la vente de ces missiles antiaériens à Riyad. Car pendant ce temps, à Téhéran, des manifestations anti-américaines rassemblent des milliers de personnes. Ils étaient plus de 50 000 hier dans la capitale iranienne. C'est précisément ce type de démonstration qui inquiète un certain nombre de responsables américains. Ils craignent des attaques suicides d'avions iraniens contre les champs pétrolifères d'Arabie Saoudite. Autant dire, et sans euphémisme, l'embrasement de toute la région. Le Conseil de sécurité a par ailleurs entamé tout à l'heure ses débats sur la situation dans le Golfe. Il était réuni à la demande des pays arabes riverains qui ont déposé une plainte contre les attaques iraniennes menées contre les navires qui transitent dans leur port. 17 ministres autour d'un tapis vert pour se préoccuper de l'emploi. Le Premier ministre les avait convoqués pour un séminaire à Versailles. But de l'opération, trouver les moyens d'enrayer le chômage en forte progression ces derniers mois. Un séminaire de réflexion et de propositions qui devrait être rendu public lors d'un prochain Conseil des ministres, probablement le 6 ou le 13 juin prochain. Martine Gilson était pour nous à Versailles. Les 17 ministres qui sont arrivés ce matin dans ce pavillon de Versailles avaient en tête une seule préoccupation. Comment juguler le chômage sans remettre en cause le plan de rigueur et de modernisation. À huis clos, ils ont brassé tout ce qui avait été fait depuis 2 ans, contrat de solidarité, pré-retraite, et réfléchi pour l'avenir à 2 types de solutions. La réduction et le partage du temps de travail, la formation des jeunes. Jean Le Garec, qui se réchauffe ici d'un café, en compagnie de Jacques Delors, a, comme Laurent Fabius, surtout insisté sur la formation. Un exemple, a-t-il dit, à Bruay en Artois, 650 jeunes de moins de 18 ans savent à peine lire et écrire. À propos de la réduction du temps de travail, Jacques Delors a fait remarquer qu'un gain de temps était aussi important qu'une hausse des revenus. Mais pour les 17 ministres, et surtout pour le premier d'entre eux, c'est clair, tout cela passera par la négociation entre le patronat et les syndicats.
Pierre Mauroy a écouté, noté. Mais aucune mesure concrète ne sera prise avant les conseils des ministres du 6, voire du 13 juin. Entre-temps, dès lundi, les syndicats et le CNPF auront ouvert les discussions sur la flexibilité du temps de travail. On a apparemment peu parlé du problème des 35 heures aujourd'hui à Versailles, mais ce problème servait pourtant de toile de fond aux discussions après les déclarations du Premier ministre qui avait relancé l'affaire au début de la semaine. Un sondage fort intéressant à ce sujet, il est publié dans le Parisien libéré de ce matin, et on y apprend que 51% des personnes interrogées pensent que la semaine des 35 heures est une bonne chose pour l'emploi. Une majorité d'entre elles pensent toutefois que c'est une mauvaise chose, mais pour les entreprises. Quant à André Bergeron, il estime au nom de Force ouvrière qu'il ne faut pas semer trop d'illusions sur la semaine des 35 heures. Alors cette idée de réduire la durée du travail pour enrayer la montée du chômage n'est pas propre à la France. D'autres pays s'y sont essayés, c'est le cas de la Belgique, avec des résultats fort inégaux. L'enquête de Corinne Pertuis. 40, 39, 38 heures et maintenant 37h20, année après année, la Belgique est devenue le pays d'Europe où l'on travaille le moins. On a commencé à diminuer le temps de travail très tôt, la négociation est une tradition, 95% des travailleurs belges sont syndiqués. Alors que le gouvernement Mertens voulait créer des emplois, il n'a fait qu'en sauver. Le taux de chômage s'est stabilisé, il est vrai, mais il y a encore 600 000 chômeurs, près de 14% de la population active. Il y a quelques années, nous étions les premiers au hit-parade européen à cet égard. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas une liaison automatique entre la réduction du temps de travail et le taux de chômage. Et que si l'on veut essayer de réduire le temps de travail, le problème aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes formules. Réduire le temps de travail, je dirais, au profit des travailleurs pour avoir plus de temps libre, c'est d'autre chose que d'aménager le temps de travail pour le partager au profit des chômeurs. Et ça suppose beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'imagination et beaucoup plus de souplesse. Sous l'impulsion du gouvernement, les entreprises ont multiplié les expériences d'aménagement du temps de travail. Chez Philips, une convention a été conclue il y a 8 mois avec les syndicats. La majorité des 15 000 salariés étaient d'accord. Un exemple, Annie a été volontaire pour ne travailler que 6 heures par jour, le matin de 7 à 13 heures. Elle savait qu'elle perdait 6% de son salaire net, mais son mari travaille et elle peut ainsi s'occuper de ses enfants. À 13 heures, Nadine vient prendre sa place. Elle a été embauchée grâce à ce système et elle a évité le chômage. Actuellement, il y a à peu près 1075 personnes dans le groupe Philips qui travaillent dans un des systèmes de travail à temps partiel, ce qui représente 7% de l'effectif. En plus, si tout le monde avait continué à travailler dans un système full-time, on aurait 350 personnes en moins actuellement. Vous avez embauché 350 personnes? On a embauché plus de personnes, mais ce que je veux dire, vraiment le résultat de full-time temps partiel, c'est à peu près 350 personnes. On a embauché plus. Notre objectif est 100%. 99% ne suffisent pas. Cette banderole est la nouvelle devise de Philips. Il faut être plus compétitif que les Japonais. C'est le deuxième but du temps partiel. L'usine de Roulers tourne 24 heures sur 24, y compris le week-end. Les emplois temporaires se multiplient et alors les syndicats commencent à ne plus apprécier du tout. Au fur et à mesure que ça prend de l'envergure, les gens qui travaillent encore 8 heures par jour, à un certain moment seront obligés d'accepter aussi le système parce que selon nous, Philips veut généraliser ça. Et s'ils ne veulent pas accepter, bon, qu'ils seront licenciés. Selon les syndicats, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Au total, on ne crée que des emplois précaires. Ce que nous enseignent ces expériences belges, c'est qu'il faudra beaucoup de temps et d'imagination, une transformation des rapports sociaux, pour qu'enfin, réduction du temps de travail et réduction du chômage aillent de pair. Les 35 heures en France, c'est essentiellement la grève à la SNCF. La situation est revenue progressivement à la normale. Au cours de cette journée, le trafic allait de 100 à 50% selon les lignes. Tout devrait fonctionner normalement à partir de demain matin.
François Mitterrand, décidément sur tous les fronts, il était à Angers avant-hier, hier à Strasbourg et aujourd'hui il visitait le siège de la société Saint-Gobain à Paris. Parmi les thèmes abordés par le chef de l'État, il y avait la réduction des délais pour créer des entreprises. La France est en effet l'un des pays où l'administration est la plus tatillonne pour ce genre d'opération. Il faut quelques jours aux États-Unis pour créer une entreprise et 6 mois ou plus en France pour mener à son terme une telle initiative. Roselyne Koskas. Ils étaient plus de 100, chefs de petites et moyennes entreprises venus de tous les coins de France. Ils sont dans la vidéo, les matières plastiques, la mécanique et même dans la sidérurgie. Leur point commun, ces derniers mois, ils ont fondé leur entreprise et créé 3000 emplois. Tous ces nouveaux patrons ont pu s'installer grâce à l'aide que leur a apporté Saint-Gobain, une entreprise nationalisée. Aide financière, mais aussi un appui pour les formalités administratives. La bureaucratie est lourde, se plaignent ses patrons et en réponse, François Mitterrand s'engage. Il faut vraiment dépasser cette tradition exagérément bureaucratique qui veut que celui qui ose imaginer, concevoir et agir se trouve perpétuellement prisonnier d'un incroyable lacis de complications administratives. Il faut souvent des mois pour créer une entreprise. Je veux que l'on ne dépasse pas un mois. J'emploierai pour cela tous les moyens que j'ai à ma disposition. Et j'y arriverai. Il ne faut pas dépasser un mois. Et je remarquerai ceux qui ne dépasseront pas 15 jours. Le chef de l'État s'est également arrêté sur la politique d'aide au développement des entreprises menée par Saint-Gobain. Ce groupe a en effet choisi de parrainer, c'est-à-dire d'aider de la façon la plus concrète possible, une centaine de petites et moyennes entreprises installées dans une région où le groupe possède des intérêts. En 18 mois, Saint-Gobain a ainsi suscité la création de 5000 emplois. Les électeurs de la Seine-sur-Mer vont devoir retourner aux urnes pour la 5e fois en un peu plus d'1 an. Le tribunal de Nice vient en effet d'annuler pour la seconde fois l'élection municipale dans cette petite ville du Var. C'est la seconde fois en 5 mois qu'une telle annulation est prononcée. Le 13 janvier dernier, le Conseil d'État avait rejeté la réélection du maire communiste, M. Blanc, qui avait conservé la mairie en mars 83. Serge Misserand. Depuis mars 83, 2 adversaires se disputent la mairie de la Seine-sur-Mer dans le Var, avec pour toile de fond la crise des chantiers navals. En mars 83, Maurice Blanc, maire sortant communiste, avait été élu avec 350 voix d'avance sur Charles Scaglia, tête de l'opposition unie. Une plainte avait été déposée en annulation par l'opposition pour fraude et le Conseil d'État avait annulé l'élection. Février dernier, second tour. Cette fois, c'est Charles Scaglia qui l'emporte avec seulement 28 voix d'avance. Mais la régularité du scrutin est aussitôt mise en cause par la gauche. Une urne s'est promenée, dit M. Blanc, ce qui laisse planer un doute. De plus, une feuille d'émargement ne porte pas de signature. M. Blanc s'en plaint d'abord au président du bureau de vote. Un recours est déposé devant le tribunal administratif de Nice. Le recours est d'abord rejeté, on ne revotera pas. Et c'est cette décision qui vient d'être annulée par ce même tribunal qui a pris, semble-t-il, le temps de la réflexion. Sauf un nouveau recours devant le Conseil d'État, recours déposé cette fois-ci par l'opposition, on va donc revoter à la Seine. Après Jean Andrieux, qui était reçu hier à l'Élysée au nom des laïcs, c'était aujourd'hui au tour du président des parents d'élèves de l'école privée d'aller voir le président de la République. Monsieur Pierre Daniel voulait témoigner du mécontentement et de la colère de ses amis après l'adoption du projet de loi Savary hier par l'Assemblée nationale. Il était de mon devoir de venir dire au président de la République notre mécontentement devant cette loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée. Cette loi a été considérablement aggravée à nos yeux. Il était également de mon devoir d'attirer l'attention du président de la République sur la colère des parents dans tous les départements de notre pays. Je crois que le président peut-être peut penser qu'un certain point d'équilibre aurait été trouvé. Pour nous, c'est un point grave de déséquilibre.
Est-ce que vous avez pris une décision quant à la date de cette manifestation? La date en sera arrêtée avec les instances des appels que nous réunirons samedi. Cette manifestation aura lieu avant les élections européennes ou après? En dehors de tout parti politique, nous avons toujours mené nos actions et je respecterai le temps des élections européennes. La motion de censure déposée par l'opposition sur le projet Savary a donc été rejetée sans surprise. Elle n'a obtenu que 159 voix au lieu des 246 nécessaires. Un vote conforme au rapport de force actuel au Palais Bourbon. Tout n'est pas fini pour autant. Le projet de loi n'est adopté qu'en première lecture. Il doit encore passer devant le Sénat et devant le Conseil constitutionnel qui pourrait remettre en question certains articles y figurant. Reste que l'on peut déjà faire un premier point sur cette affaire après les débats très vifs de ces derniers jours. Albert Duroy. Personne ne peut vraiment se réjouir de ce qui s'est passé la nuit dernière à l'Assemblée nationale. Le gouvernement d'abord. Son succès parlementaire est en réalité une défaite politique. Son objectif était, contre les a priori, les idéologies, les passions, de faire accepter par les laïcs l'existence définitive de deux systèmes d'enseignement et de faire admettre par le privé la coordination de ces deux systèmes dans un service public unifié. Pour réussir, il fallait au bout du compte qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu, mais acceptation d'un compromis. Malgré les amendements de dernière minute, le projet d'Alain Savary respecte cet esprit de compromis. Mais parce que le gouvernement a fait in extremis des concessions aux laïcs, le point d'équilibre recherché a été rompu. L'idéologie a submergé le débat et le vote, gauche contre droite, a fait un vainqueur et un vaincu. Cette défaite est aussi celle des responsables de l'épiscopat et de l'enseignement privé qui, au bout de longues négociations, se réjouissaient de voir reconnu, et par la gauche, le droit et les moyens d'existence d'une école pluraliste. Cette satisfaction-là aussi a été balayée par la passion politique puisqu'on a même crié à l'assassinat des libertés. Le débat sur le fond, c'est-à-dire sur le texte de loi, a cédé la place à l'invective. Seuls, finalement, peuvent être satisfaits de part et d'autre ceux qui, loin de vouloir apaiser la guerre scolaire, y trouvent leur intérêt. Pour la 5e fois en l'espace d'une semaine, une réunion publique de Jean-Marie Le Pen a été l'objet de violents incidents hier soir à Metz. Des manifestants de gauche se sont heurtés aux forces de l'ordre. Ce matin, Jean-Marie Le Pen tenait une conférence de presse au Parlement européen de Strasbourg en insistant plus particulièrement sur le problème de l'immigration. Avec une phrase qui ne va pas manquer de susciter des réactions puisque face à l'invasion pacifique du tiers-monde, ce sont les mots de M. Le Pen, il faut, et je le cite à nouveau, comme l'avait dit quelqu'un, Hitler je crois, dit M. Le Pen, il faut remplir notre espace vital de petits Européens et de petites Européennes. Fin de citation. M. Le Pen propose dans ce but de rétablir les visas d'entrée aux frontières de la communauté. Gérard Inet a suivi le dernier meeting du leader du Front National, comme nous l'avons fait pour les autres listes en présence. Voici son reportage. À entendre les partisans de Jean-Marie Le Pen, il n'y a rien de choquant à payer 20 francs pour venir assister à la grand-messe. À l'entrée, l'habituel service d'ordre venu de Paris, très discret hier à Metz, et un certain nombre de groupies à cheveux ras venus du département. À l'intérieur, on vend pêle-mêle t-shirts, briquets et livres à l'effigie de Jean-Marie Le Pen et des bulletins d'adhésion. Le public, c'est monsieur et madame tout le monde. Aucun signe distinctif, des militants bien sûr, mais aussi des curieux. Les thèmes de Jean-Marie Le Pen, je les connais très mal parce que, je vous dis, je viens juste d'adhérer. Je suis venue pour qu'enfin les libertés soient respectées et que la vérité éclate. C'est un personnage nouveau et je ne sais pas trop ce qu'il présente. Je viens pour voir ce qu'il propose, puisqu'il fait beaucoup de bruit. Du bruit, Jean-Marie Le Pen en fait. Dès le début de son discours, le ton est donné. Je peux vous dire, comme l'a dit Roger Olindre, que notre service d'ordre, ça fait un mois que ça le démange. Croyez-moi, et que le jour où les hirsutes vont se trouver en face de notre service d'ordre en état de légitime défense, eh bien on va leur tirer les oreilles. Je les avertis à l'avance. Et puis pendant plus d'une demi-heure, des formules à l'emporte-pièce très applaudies. C'est vrai, nous sommes Français, nous. Et en France, les Français, depuis des années, eh bien ils n'ont qu'à s'écraser, sec. Actualité oblige, le président du Front National parlera longuement de l'enseignement. Public, qui devait par définition être laïque. Puis tout aussi longuement de l'affaire Sakharov. Philosophiquement et politiquement.
23 heures, tout est fini. L'odeur du tabac a envahi toute la salle. Et pour les quelques 1000 personnes venues hier à Metz, sans Jean-Marie Le Pen, il ne saurait y avoir de salut. À mi-chemin de la politique et de l'Europe, vous devez savoir que le Luxembourg a signé aujourd'hui un accord au terme duquel il concède aux Américains l'exploitation de son satellite de télévision. Un accord qui survient alors que des négociations étaient en cours entre la France et le Luxembourg pour exploiter en commun 2 canaux du satellite français TDF1. Plusieurs médicaments anti-inflammatoires ont été retirés de la vente parce qu'ils auraient des effets toxiques à long terme. Parmi eux, 2 produits extrêmement répandus. Alors il y a de quoi s'inquiéter sans doute, puisqu'ils étaient sur le marché depuis une trentaine d'années. Mais apparemment, il ne s'agit que d'une mesure de précaution, comme nous l'explique maintenant Martine Alain-Regnault. 180 millions de personnes dans le monde ont recours depuis 30 ans aux bienfaits des dérivés de la phénylbutazone. Ces produits dont l'efficacité n'est plus à démontrer peuvent donner des allergies, être toxiques pour le foie et les reins et dans certains cas très rares, entraîner des altérations mortelles du sang. Aussi sont-ils étroitement surveillés, mais les consommateurs trouvent le contrôle insuffisant face aux risques. D'autres pays l'ont déjà réglementé. CIBA lui-même a fait un rapport, un certain nombre de médecins travaillant pour CIBA ont fait un rapport faisant état de 1182 décès depuis une trentaine d'années à la suite de la prise des spécialités fabriquées par CIBA. Comme il y a bien d'autres spécialités sur le marché, le chiffre est certainement inférieur à la réalité. Les médecins sont beaucoup plus nuancés que les consommateurs car ils croient aux vertus de ces anti-inflammatoires, mais eux aussi estiment nécessaire de revoir les indications. Ce médicament était très largement utilisé parce que finalement, pendant longtemps, ça a été un des seuls disponibles. D'autre part, il faut bien concevoir que son prix de revient est très faible et que dans les pays en voie de développement, il est utilisé sur une très large échelle. C'est un des seuls anti-inflammatoires qui était disponible jusqu'à une époque récente. Aujourd'hui, nous disposons de produits de remplacement qui sont tout aussi efficaces, sinon plus, avec moins de risques et moins d'effets secondaires. Il est donc naturel de revoir la situation et les indications. Pas de panique, pas d'interdiction, déclare le secrétariat d'État à la santé qui estime que dans certains cas, les médecins ne peuvent pas se passer de les prescrire. Mais il prend un certain nombre de mesures de restriction. Les formes injectables sont retirées de la vente. Les autres seront plus réglementées, de préférence réservées au traitement de la spondylarthrite ankylosante, de certaines périarthrites et de la goutte quand d'autres traitements moins toxiques ont échoué. À déconseiller formellement pour torticolis, lumbago, tendinites et autres. Désormais, ces médicaments passent au tableau A, ordonnance non renouvelable, et les laboratoires ont 6 mois pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, sans panique. Le tirage au sort pour le tournoi de Roland-Garros, ce tirage a été effectué ce matin alors que les internationaux de France commencent lundi. Au premier tour, Yannick Noah affrontera l'Américain Mark Dixon, tandis que John McEnroe rencontrera un joueur issu des qualifications. Ivan Lendl sera lui opposé à l'Américain Mitchell, tandis que Jimmy Connors affrontera son compatriote Eric Fromm. Jimmy Connors, qui est l'invité de ce journal, nous allons le retrouver dans un tout petit instant en direct du Sofitel de Paris, où il vient de recevoir le trophée Ebel pour sa superbe carrière. Connors est en effet le tennisman qui a remporté le plus grand nombre de grands prix, 103 au total, ce qui n'est pas mal pour 31 ans. Juste derrière lui vient Björn Borg, avec 62 victoires seulement, si l'on peut dire. Alors avant de retrouver Jimmy Connors, Roger Zabel nous rappelle ce qu'il faut entendre par le style Connors, qui explique d'ailleurs ce palmarès. On peut l'appeler Jimbo hors du court, c'est le plus charmant des hommes, mais sur le court, c'est un tueur. Et si ce regard n'est pas celui d'un gagneur, qui peut-on fixer de cette manière, sinon l'homme que l'on veut battre? En finale, à Flushing Meadows l'année dernière, cet homme, c'est Ivan Lendl. Attention, Jimmy se fâche. Et lorsque Connors se fâche, même s'il fait 43 degrés, même s'il a déjà 31 ans, cela donne ça. Que ce soit sur le court synthétique de Flushing Meadows ou sur la terre battue de Roland-Garros, l'énergie dépensée par le vainqueur du plus grand nombre de tournois de l'histoire du tennis, cette énergie n'a pas perdu de son ampleur depuis son premier grand succès, il y a 10 ans, à l'Open des États-Unis. Jimmy Connors, c'est avant tout du spectacle et de l'efficacité, et le plus beau de ses coups, c'est celui qui va suivre, un revers plat, à 2 mains et à trajectoire plongeante.
Mais à Roland-Garros, Connors n'est jamais allé plus loin que les demi-finales. Il n'est jamais trop tard pour Jimmy. 103 victoires en Grand Prix. Pourquoi pas une 104e à Paris? Bonsoir Jimmy Connors, merci d'être avec nous. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous attendez de ce tournoi? Eh bien, j'ai envie de jouer, même si je n'ai jamais gagné ici à Roland-Garros. Il m'arrive de bien jouer. J'aime beaucoup jouer ici à Roland-Garros, non seulement pour moi-même, mais également pour le public français. Ça fait 5 ans à peu près que je joue tous les ans. Et après m'être arrêté pendant 4 ou 5 ans, après 1972. J'aime beaucoup jouer en France. Je crois que le public français aime bien mon style et j'attends avec impatience au début. Jimmy Connors, pour vous, le tennis, c'est avant tout du spectacle. Oui, en partie, mais c'est également mon gagne-pain, si vous voulez. Alors, je l'aborde de la même manière. Je joue le meilleur tennis possible, mais également pour donner un spectacle aux gens qui me regardent, pour voir le meilleur spectacle de tennis possible. Mon tennis est quelque chose que j'aime, c'est ce que j'aime faire dans la vie, et si le public peut y participer, eh bien, cela me satisfait tout à fait. Sans vous offenser, vous avez assez peu de chances de gagner ce tournoi. C'est vous qui le dites. Moi, je ne le dirai pas. Je suis là pour essayer de jouer le mieux possible. Vous trouveriez un peu bête si je gagnais, n'est-ce pas? Vous avez 31 ans, vous préférez les surfaces un peu rapides. Est-ce que la terre battue de Roland-Garros ne vous fait pas un petit peu peur? Eh bien, ça dépend du temps un peu. S'il pleut, si les conditions sont difficiles, eh bien, ça ne m'aide pas autant que lorsqu'il fait beau, lorsque le jeu est plus rapide. Mais dans un cas ou dans l'autre, c'est mon boulot, je joue le mieux possible, je veux gagner, que ce soit un bon jour, ensoleillé, que ce soit de la pluie, quelles que soient les conditions. Tous les jours, c'est une lutte, je me prépare au mieux et je fais de mon mieux. Jimmy Connors, on parle beaucoup en France du mariage de Yannick Noah. Dans votre cas, on dit que le mariage avec Patty vous a stabilisé. Est-ce que ça ne tue pas un petit peu l'instinct du tueur, du tennisman, du champion de tennis? Eh bien, on peut le voir de différentes manières. Quand on se marie, cela veut dire qu'il y a une nouvelle dimension dans sa vie. Quand on est célibataire, on se prépare pour les matchs, on joue pour qu'on s'améliore. On fait ce qu'il faut pour jouer le mieux possible. Quand on se marie, on pense non seulement à sa femme, à ses enfants, à l'avenir des enfants, même pendant la journée. Donc il faut apprendre à séparer les deux. Il faut apprendre à jouer au tennis, à travailler son tennis le moment venu, et lorsque le travail du tennis est terminé, il faut apprendre à l'oublier et à penser également à sa famille et être un père de famille. Et au fur et à mesure que les années passent, on s'y prépare et on apprend à bien faire cette distinction. Il faut s'y adapter, c'est quelque chose à apprendre et vous avez de la chance si vous y arrivez. Jimmy Connors, merci et bonne chance pour ce tournoi de Roland-Garros. Et merci à vous. Avant la météo, un coup d'œil sur les pronostics de Pierre Bresse pour le tiercé de demain à Saint-Cloud. Il y a 25 partants dans le prix de Perlinguet. Pierre Bresse vous suggère de jouer le 2, le 16, le 17, le 3, le 5, le 10, le 20 et le 14. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta. Oui, d'abord je voudrais vous signaler qu'il y a eu des averses de grêle cet après-midi. L'une sur la Bretagne, l'autre sur la Provence, en particulier au Luc, où la production de roses a été endommagée. Et celle qui porte le nom de Rêve de Paris, qui devait être un des points forts du Salon de la Rose au mois de juin, celle-ci donc a été très abîmée. Et puis il y a eu de la pluie aussi, et pour demain c'est presque une aggravation. Après la pluie, regardez la photo satellite. En fait, c'est le retour à une situation classique. La descente d'une perturbation très active située sur l'océan Atlantique et qui donc vient se placer sur la France. Mais elle descend très progressivement. Jugez plutôt sur notre carte de demain.
Donc cette perturbation touchait aujourd'hui déjà la Bretagne, donnant des orages, de la pluie, de la grêle. Demain matin, elle va s'étendre jusqu'au nord, puis elle va commencer à glisser en début d'après-midi jusqu'à ce qu'elle atteigne le soir les Pyrénées, le Massif central, le Jura. Les Alpes, le littoral méditerranéen et la Corse ne seront pas touchés et on notera même une amélioration sur ces régions. Mais le thermomètre est en baisse, assez sensible, de 11 à 17 degrés sur la moitié nord et de 14 à 20 degrés sur la moitié sud. Demain, samedi 26 mai, le soleil se lèvera à 5h56, se couchera à 21h39. Ce sera la Saint-Béranger, on peut écrire E ou A, tout est accepté. Dernier journal aux environs de 22h55, juste après apostrophe, et je vous retrouverai demain à 20h. Excellente soirée sur Antenne 2.